Les soirées de la philo, troisième soirée. Est-ce que quelque chose se passe dans ce monde où tout semble passer sans que rien n'avance vraiment ? De fait, nous sommes des êtres de temps et nous sommes marqués par ce temps qui passe, mais qui passe bien souvent en donnant l'impression désespérante ou déprimante de faire du surplace. Tout se passe comme si, malgré nos bonnes résolutions et notre désir d'être en marche, nous revenions toujours à cet ancien monde que nous espérions quitter. Un progrès est-il possible ? Peut-on vraiment espérer que les choses s'améliorent un jour et peut-être même qu'elles aillent vers une sorte de fin de l'histoire, vers un but de notre vie collective, de notre vie politique, vers cette utopie à laquelle nous aspirons, vers cette paix universelle et définitive, vers le bonheur enfin partagé, vers la justice enfin réalisée. Faut-il encore croire au progrès ou faut-il se résigner ? Y a-t-il un progrès dans l'histoire ? Ce sera le thème de notre troisième soirée. Bonsoir à tous. C'est une très grande joie de vous retrouver ce soir, si nombreux, au Théâtre Saint-Georges pour poursuivre notre exploration philosophique qui a tout juste commencé avant les vacances de la Toussaint, et de la poursuivre avec cette question. Alors, pardonnez-nous, le programme a été un peu bouleversé. Nous n'avons pas suivi exactement l'ordre prévu au départ, mais c'est aussi la raison pour laquelle tout n'est pas strictement inscrit sur notre calendrier, pour que nous puissions vous faire de temps en temps de petites surprises. Ce soir, nous allons donc anticiper et nous poser ensemble cette question de l'histoire. Et pour réfléchir à l'histoire, il faut d'abord commencer par observer que ce terme a quelque chose d'ambivalent, d'ambigu, quelque chose d'un peu étonnant. Le mot « histoire » est l'un des rares termes dans la liste des disciplines que nous avons tous pratiquées à l'école ou à l'université. C'est l'un des rares termes qui désigne de façon ambivalente aussi bien un savoir que l'objet de ce savoir. Le mot « histoire » vient du grec « historia » qui veut dire « l'enquête », ce terme que l'on trouve sous la plume d'Hérodote, le désir de mener une investigation précise sur les causes des événements, de comprendre ce qui s'est produit, de faire l'inventaire de tout ce qui s'est passé. Le mot « histoire » désigne donc cette enquête, ce récit par lequel on revient sur ce qui est arrivé. Mais vous le remarquerez avec moi, le mot « histoire » désigne aussi les faits eux-mêmes. Il a fini par métonymie, pourrait-on dire, il a fini par désigner le contenu même de cette discipline. La géographie, c'est la science qui traite de l'espace. Les mathématiques, c'est la science qui traite du nombre et des figures. La physique, c'est la science qui traite de la matière, la biologie du vivant, et l'histoire, c'est la science qui traite de l'histoire. Alors bien sûr, quand on se demande si l'histoire progresse, on ne se demande pas seulement si l'enquête ou l'investigation fait son chemin pour éclairer les causes des événements, mais on se demande si quelque chose se transforme dans les faits eux-mêmes, si quelque chose est en train d'évoluer dans le temps. Si depuis que l'histoire humaine nous est connue, nous pouvons observer une forme de processus d'accumulation successif, quelque chose par quoi nous ne reviendrions pas toujours au même point et par lequel nous pourrions imaginer que nous avons déjà progressé, que nous sommes en quelque sorte supérieurs à ceux qui nous ont précédés, ou bien si, au contraire, nous devons en rabattre et reconnaître qu'à la fin, tout est toujours pareil et que l'humanité est toujours exactement la même, toujours identique à elle-même, toujours aussi désespérante, avec ses éclairs de génie, mais avec tellement de médiocrité qu'il lui est incapable d'apprendre de ses erreurs et peut-être de progresser. C'est d'ailleurs, pour tout vous dire, le sentiment que j'avais en préparant cette soirée. Je rentre tout juste, j'ai eu une chance fabuleuse, je rentre tout juste d'un pèlerinage sur les traces de l'histoire de la philosophie. Je reviens tout juste de la Grèce avec un groupe d'amis dont certains sont peut-être parmi vous ce soir. Et il est vrai que, en réfléchissant déjà au thème de cette prochaine conférence, il m'est arrivé souvent de me dire que j'allais quitter la scène 3 minutes après avoir commencé. Y a-t-il un progrès dans l'histoire ? Peut-être il aurait suffi de vous présenter l'une de ces incroyables statues que l'art grec nous a laissées, ou bien l'un de ces objets d'art peut-être datant du monde mycénien de 15 siècles avant notre ère, quelque chose de magnifique dans son raffinement, dans sa perfection, dans sa pureté. Peut-être de vous montrer quelques images du Parthénon, de l'Acropole. Pour ceux qui l'ont déjà vu, vous savez que ce sont des lieux qui font partie de ce que la main de l'homme a fait de plus sublime. Et ensuite, je vous aurais présenté, je ne sais pas, quelques visages de la culture contemporaine. Je vous aurais fait écouter quelques morceaux de musique qui passent sur nos radios à grande écoute et je serais sorti en vous disant « La réponse est non. Bonne soirée ».
Ils avaient Platon et Aristote et la polémique incroyable entre l'idéalisme et l'illémorphisme. Nous avons Booba et Caris qui se tapent à Orly pour des histoires d'honneur mal placées. Au fond, y a-t-il un progrès dans l'histoire? Nous pourrions regarder avec un peu de tristesse cette question en nous disant que malgré tout ce que nous avons vécu et malgré cette investigation patiente des historiens pour faire la liste de tous les travers de l'homme et de tout ce qu'ils ont produit de catastrophes dans notre histoire, au fond, nous n'avons jamais vraiment rien appris. C'est d'ailleurs ce que nous dit un philosophe anglais, un philosophe souriant et joyeux qui ne se présente pas du tout comme un homme déprimé ou pessimiste. Au contraire, il le dit avec le sourire comme je viens de le faire ici. Finalement, nous dit David Hume dans l'enquête sur l'entendement humain, si l'on veut bien y regarder de plus près, on verra que les actions des hommes sont constantes et uniformes. Les mêmes motifs produisent toujours les mêmes effets. Dans l'enquête sur l'entendement humain, Hume veut montrer qu'au fond, nous ne sommes pas si libres que nous n'en avons l'air. Et qu'à la fin, il y a toujours dans nos actions quelque chose d'un peu déterminé. Et à quoi est-ce qu'on reconnaît ce qui est déterminé? On le reconnaît au caractère parfaitement répétitif de ce qui revient sans cesse. Voilà ce que nous dit Hume. Il est universellement reconnu qu'il y a une grande uniformité entre les actions des hommes, dans toutes les nations et à toutes les époques, et que la nature humaine demeure toujours la même dans ses principes et ses opérations. Les mêmes motifs produisent toujours les mêmes actions, les mêmes événements s'ensuivent des mêmes causes. L'ambition, l'avarice, l'égoïsme, la vanité, l'amitié, la générosité, l'esprit public. Ces passions mêlées à des degrés divers et distribuées dans toute la société ont été depuis le commencement du monde et sont toujours la source de toutes les actions et de toutes les entreprises qui aient jamais été observées en l'humanité. Voulez-vous connaître les sentiments, les inclinations et le mode de vie des Grecs et des Romains? Étudiez bien le tempérament et les actions des Français et des Anglais, vous ne pouvez pas vous tromper beaucoup en transférant au premier la plupart des observations que vous avez faites avec les derniers. L'humanité est si bien la même à toutes les époques, en tout lieu, que l'histoire ne nous apprend rien de nouveau ou d'étrange sur ce point. Sa fonction essentielle est seulement de découvrir les principes constants et universels de la nature humaine, en nous montrant les hommes dans toutes les variétés de circonstances et de situations, et de nous fournir en matériaux à partir desquels nous pouvons organiser nos observations et connaître les ressorts constants de l'action et du comportement humain. Vous voyez ce que nous dit Hume ici, c'est qu'à la fin, l'homme ne change jamais. D'ailleurs, à quoi est-ce qu'on le reconnaît? On le reconnaît au fait que nous ne croirions pas du tout celui qui nous ferait croire que les hommes peuvent vraiment changer. Celui qui viendrait parmi nous en disant « Je viens d'une île incroyable sur laquelle habitent des hommes qui sont toujours d'une bonté absolue », qui nous dirait « Vous savez, j'ai rencontré des hommes qui ne sont que vertueux, qui ne font jamais le moindre mal, qui sont habités par une espèce d'innocence, de bonté parfaite », nous lui dirions « Tu es un énorme menteur ». Nous n'y croirions pas du tout. Eh bien, de la même manière, si un historien nous disait que les Grecs de l'Antiquité ne connaissaient pas la peur, qu'ils étaient incapables d'éprouver l'avarice ou l'ambition, qu'ils étaient totalement dénués de toute jalousie, que ça n'existait pas chez eux, ça suffirait, dit Hume, à considérer que tout ce qu'il nous raconte est complètement faux, que c'est un faux historique évident. L'humanité ne change pas. L'humanité n'évolue pas, elle est toujours la même partout. Et si nous y regardons bien, nous verrons que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. À quoi sert l'histoire? Elle est simplement un matériau disponible pour mieux connaître l'universelle condition humaine. Étudier l'histoire, c'est voir les hommes comme ils sont, comme ils étaient il y a 20 siècles peut-être, et comme ils sont toujours exactement pareils aujourd'hui. Il y a dans la constance du comportement humain quelque chose qui est exactement similaire, nous dit Hume, à la constance absolue des lois de la nature, des lois physiques. Alors évidemment, ça vous irrite que je vous dise que vous n'êtes pas libre, dit Hume. Ça vous énerve, hein, vous voudriez croire que vous êtes une exception dans l'histoire. Vous voudriez croire que vous êtes capable de faire mieux que tous ceux qui vous ont précédé. Mais quelle aberration. Vous voudriez croire que notre époque peut être meilleure que toutes celles qui l'ont précédée. Quelle incroyable illusion, dit Hume. Vous savez très bien que l'homme est parfaitement déterminé. Et à quoi est-ce que vous le savez? Vous le savez au fait que l'homme est parfaitement prévisible. Peut-être pas comme un individu, bien sûr, les individus ont toujours parfois des comportements un peu exceptionnels. Mais c'est la même chose dans la nature d'ailleurs. Vous plantez 50 arbres, aucun ne pousse exactement de la même manière. Mais globalement, vous savez que le végétal, comme le minéral, sont déterminés par des lois qui sont
absolument inexorable de manière quasi générale. Eh bien, il en va de même de l'homme dans sa généralité. Imaginons, dit Hume, que vous posez une bourse remplie d'or sur le pont de Charing Cross à une heure de grand passage. Vous partez pendant 5 minutes, vous pouvez avoir la certitude absolue quand vous revenez que la bourse ne sera plus là. C'est totalement prévisible, c'est exactement aussi prévisible que la certitude que vous auriez si vous lâchez la bourse qu'elle va tomber par terre. C'est aussi prévisible que les lois de la gravité. La cupidité humaine est une sorte de constante que rien ne peut démentir et ça ne change pas. Et Hume écrivait cela, vous voyez, à la fin du XVIIIe siècle et rien n'a changé depuis, n'est-ce pas? Vous pouvez transposer Charing Cross et mettez, si vous voulez, le métro Châtelet-Léal. Laissez maintenant, non pas votre bourse, mais votre portefeuille sur un banc dans une station de métro à une heure de grand passage. Revenez 5 minutes plus tard et la prédiction de Hume s'accomplira parfaitement. L'humain n'a pas du tout progressé. Et pourtant, si on y regarde bien, ce qui est intéressant dans cette réflexion de Hume, c'est que malgré tout, nous voyons qu'il est difficile de faire une sorte d'analogie, d'établir une continuité complète entre ces deux ordres, qui semble pourtant si distinct. D'un côté, l'ordre de la nature qui n'est pas consciente. Si la bourse tombe par terre, ce n'est pas parce qu'elle obéit consciemment à une loi qu'elle épouse avec une volonté parfaite, non, c'est seulement parce qu'elle est déterminée comme un minéral inconscient à suivre la loi de la gravité. Il y a peut-être une différence, malgré tout, constituée par l'expérience humaine, constituée par le fait même de la conscience des hommes, constitué par le fait même de l'histoire, dans les deux sens de ce terme. D'une part, l'histoire comme mémoire. Nous nous souvenons de ce qui est arrivé. Et le souvenir que nous avons permet peut-être d'ajuster nos décisions d'aujourd'hui. Nous allons, par exemple, tout au long de cette semaine d'itinérance mémorielle, nous allons communier dans la mémoire de la guerre de 14-18. Pourquoi faire mémoire? Pourquoi revenir sur l'histoire? Eh bien parce que revenir sur cette histoire tragique, c'est éviter peut-être de refaire les mêmes erreurs. Comme le disait Winston Churchill, un peuple qui oublie son passé s'expose à le revivre. Et se souvenir de ce qui s'est passé, c'est-à-dire constituer une histoire, une trace de tous les événements anciens, c'est peut-être l'occasion justement de ne pas retomber sans cesse dans les mêmes travers, de ne pas recommencer toujours les mêmes erreurs. Il y a peut-être là dans notre mémoire consciente, quelque chose qui vient trancher avec l'ordre de la nature. La nature n'apprend rien parce qu'elle n'est pas consciente de suivre les lois qui la déterminent totalement. L'homme, au contraire, apparaît avec sa conscience à l'intérieur de la nature comme une forme d'exception. Une exception parce que cette conscience est aussi le gage de sa liberté. Et c'est cette liberté qui précisément fait événement. C'est cette liberté qui constitue ce que nous racontons à travers l'histoire. C'est cette liberté qui est la matière, c'est-à-dire les faits sur lesquels le savoir historique se déploie. Si nous retenons les événements du passé, c'est parce que il y a eu des événements. Or, il n'y a pas d'événements dans la nature. Rien n'arrive qui mérite d'être retenu. Nous ne marquerions pas dans un carnet, dans un journal, nous ne noterions pas dans une chronique que la pierre que nous avons lâchée est tombée vers le bas aujourd'hui. Non, elle tombe toujours vers le bas. Il n'y a pas d'événement à cela. La nature est marquée, nous dira Hannah Arendt, la nature est marquée par la figure du cercle, c'est-à-dire par la répétition constante, par cette espèce de stabilité et de permanence qui n'est pas faite de fixité, bien sûr, mais qui est faite de récurrence. C'est maintenant l'automne et nous rentrons dans l'automne et bientôt ce sera l'hiver. Après l'hiver, le printemps et après le printemps, l'été et ainsi de suite, indéfiniment. L'automne n'est pas un événement. Ce qui est un événement, c'est le fait que peut-être l'automne arrive plus tard que d'habitude parce qu'il fait tellement chaud qu'on n'a pas l'impression, et il faisait tellement chaud en tout cas, que nous n'avions pas l'impression d'être encore en automne. Et qu'est-ce qui fait peut-être qu'il fait plus chaud que d'habitude? C'est, nous disent les scientifiques, que l'action des hommes a peut-être perturbé quelque chose. Il y a là un événement, mais tout événement est toujours rapportable à une liberté qui d'un coup s'inscrit dans l'instant et qui pose quelque chose qui aurait pu ne pas arriver. Voilà ce que c'est que l'histoire. Et l'histoire est faite de liberté. Il y a quelque chose d'ailleurs de très vertigineux là-dedans, nous dit Hannah Arendt. Dans la circularité de la nature, l'action humaine installe une ligne droite. Elle brise le cercle. Elle déclenche quelque chose qui aura des conséquences singulières.
Et ces conséquences, d'ailleurs, sont souvent imprévisibles et toujours irrécupérables. Quand vous avez fait une mauvaise action, l'action que vous avez posée fait événement pour toujours. Vous pourrez demander pardon, vous pourrez même tenter de rattraper la mauvaise action que vous avez faite, mais il ne reste pas moins qu'elle aura été posée pour toujours. On ne revient pas là-dessus. L'action humaine installe une ligne droite qui fait événement. Et voilà ce qu'on appelle l'histoire. Du cercle de la nature à la ligne droite de la liberté, il y a bien deux ordres distincts, deux ordres différents. Et c'est peut-être sur cette ligne droite que s'installe la possibilité d'un progrès. Parce que construire cette ligne droite à travers nos actions, dessiner un chemin, un itinéraire, c'est peut-être justement nous donner le moyen de progresser, de cheminer vers un but qui donne un sens à l'action que nous menons. Oui, peut-être faut-il tenter malgré tout d'évoquer la possibilité qu'il existe un progrès dans l'histoire si nous acceptons de distinguer ces deux ordres qui font que, contrairement à ce que pensait Hume, il n'y a pas dans l'action humaine quelque chose qui soit totalement identifiable à la régularité naturelle. Cette idée du progrès, cette conscience du progrès, elle a elle-même une histoire d'ailleurs. Et cette histoire nous ramène au XVIIIe siècle. Siècle fasciné par cette question de l'histoire. Et siècle qui découvre du point de vue de la philosophie, du point de vue de l'épistémologie de l'histoire, c'est-à-dire de la réflexion sur ce qu'est le savoir historique, qui découvre l'idée ou la possibilité, la préscience, la conscience du progrès qui se joue dans cet ordre si singulier qu'est celui de la liberté humaine. C'est ce que nous dit par exemple ce discours magnifique comme une sorte de révélateur, ce discours de Turgot, discours sur les progrès successifs de l'esprit humain, prononcé en 1750. Voilà commence le discours de Turgot. Les phénomènes de la nature, dit Turgot, les phénomènes de la nature soumis à des lois constantes sont renfermés dans un cercle de révolution, toujours les mêmes. Tout renaît, tout périt. Et dans ces générations successives, par lesquelles les végétaux et les animaux se reproduisent, le temps ne fait que ramener à chaque instant l'image de ce qu'il a fait disparaître. La succession des hommes, au contraire, offre de siècle en siècle un spectacle toujours varié. La raison, les passions, la liberté produisent sans cesse de nouveaux événements. Tous les âges sont enchaînés par une suite de causes et d'effets qui lient l'état du monde à ceux qui l'ont précédé. Les signes multipliés du langage, en donnant aux hommes le moyen de s'assurer la possession de leurs idées et de les communiquer aux autres, ont formé de toutes les connaissances particulières un trésor commun qu'une génération transmet à l'autre, ainsi qu'un héritage toujours augmenté des découvertes de chaque siècle. Et le genre humain, considéré depuis son origine, paraît aux yeux d'un philosophe un tout immense qui lui-même a, comme chaque individu, son enfance et ses progrès. Le genre humain paraît un tout immense qui lui-même a, comme chaque individu, son enfance et ses progrès. Après nous, n'est-ce pas vrai qu'il y a une sorte de continuité entre les générations? C'est ce que rappelle Hannah Arendt, là encore, quelques siècles plus tard. Lorsqu'un animal meurt, qu'un autre animal naît, il y a une forme de réplication à l'infini du mimétisme de l'instinct. C'est la même animation, c'est le même instinct vital. C'est au fond la même manière de se rapporter au monde qui se réplique dans l'animal. Le castor construit aujourd'hui ses barrages exactement comme il les construisait il y a 3 siècles. Alors que chez l'homme, il y a quelque chose de tout à fait singulier qui se joue. C'est le phénomène de la transmission que décrit ici Turgot. Nous avons hérité des connaissances de nos aînés, ce que nous savons aujourd'hui, et nous ne sommes pas repartis du même point de départ qu'eux. Nous partons comme un point de départ de ce qui était leur point d'arrivée. Et ainsi nous continuons d'avancer, de telle sorte que l'humanité ressemble à un grand tout, à une sorte de totalité qui s'augmente de chacune des étapes qu'elle franchit, génération après génération. On retrouve là une intuition de ce que Pascal décrivait quand il évoquait le progrès de la science.
Le progrès de la science, c'était, disions-nous en parlant de la vérité, l'occasion de toujours contredire ceux qui nous ont précédés. Mais il n'y a pas d'ingratitude en cela, dit Pascal. Bien sûr qu'ils n'ont pas vu ce que nous voyons aujourd'hui. Bien sûr qu'ils n'ont pas su ce que nous savons aujourd'hui. Bien sûr, Aristote, Galilée, Newton ne disaient pas de l'univers ce que nous en disons maintenant. Mais en disant quelque chose d'autre que ce qu'ils disaient avant nous, nous ne montrons pas une forme de défiance, d'ingratitude, de mépris pour eux, bien au contraire. Au contraire, nous leur disons notre dette. Parce que c'est grâce à leur travail que nous pouvons aller aujourd'hui plus loin qu'eux. Je suis un nain, dit Pascal, bien sûr. Je suis un nain à côté d'Aristote. Mais je suis un nain qui monte sur les épaules d'un géant. Aristote est un géant et moi je suis un nain. Mais je peux monter sur ses épaules, de telle sorte que je vois plus loin que lui, grâce à lui. Et finalement, je pense exactement aujourd'hui, à travers mes propres recherches, ce qu'Aristote penserait comme moi s'il avait pu vivre jusqu'à nous. Et si l'humanité était un seul vivant qui continuait son chemin. C'est la même chose que nous dit Turgot. Comment peut-on affirmer qu'il n'y a pas de progrès dans l'histoire? Arrêtons-nous à cette simple évidence basique et fondamentale qu'il y a bien un progrès des sciences, un progrès de la connaissance. Depuis la première Historia d'Hérodote, n'avons-nous pas considérablement accru la quantité de données disponibles sur le passé de l'humanité? L'histoire progresse comme savoir, et l'histoire comme suite de faits et d'événements est aussi le lieu d'un progrès. Vous voyez l'insistance que met Turgot à distinguer l'ordre de la nature où il n'y a pas d'événements, où tout revient sans arrêt, de l'ordre de la liberté, où des événements permettent précisément d'avancer, de cheminer, de grandir, comme une sorte de grand tout qui grandirait d'une même vie. Après tout, il y a pour commencer, et il est facile de le reconnaître, un progrès évident dans chacune de nos histoires. Nous avons été des enfants. Aujourd'hui, nous sommes des adultes et le moins que nous puissions dire est que nous avons fait du chemin. Nous en savons plus aujourd'hui sur le monde que l'enfant que nous étions hier. Nous avons peut-être aussi, simultanément, plus cultivé notre discernement moral. Nous avons plus augmenté le champ de notre conscience. Nous avons vu croître en même temps l'idée que nous nous faisions de notre propre liberté. Tout cela va avec les progrès de notre individualité. Eh bien, nous dit Turgot, prenez l'humanité comme un grand tout qui aurait elle aussi son état d'enfance, et retenons cette métaphore car elle est évidemment importante. L'humanité comme un grand tout qui aurait aussi son enfance et qui aurait aussi ses progrès. Cette distinction de deux temps, le temps de la nature et le temps de l'histoire, cette distinction, elle traverse toute la philosophie du XVIIIe siècle. On la retrouve aussi, bien sûr, chez Condorcet, dans le tableau historique des progrès de l'esprit humain, qui est achevé par Condorcet en 1794. Cette distinction des temps, elle affirme qu'il y a dans l'histoire la possibilité de quelque chose qui évolue profondément. Bientôt, au XIXe siècle cette fois, la nature rejoindra l'histoire dans le lieu de l'évolution. Bientôt, il y aura Darwin et sa théorie générale des espèces, avec l'affirmation que les espèces vivantes, elles aussi, font des progrès. Avant Darwin, il y aura eu Cuvier et les recherches sur les fossiles des quadrupèdes. Cuvier, qui, l'un des fondateurs de la paléologie, montre que les espèces mûrissent petit à petit et qu'elles se complexifient, à la manière de Lamarck, ou par opposition à Lamarck qui pense le transformisme, c'est-à-dire la façon dont les espèces se transforment de l'intérieur. Bref, l'idée que le progrès se joue dans le temps va atteindre même la nature, puisque nous savons aujourd'hui que la nature n'a finalement pas cette circularité éternelle que les anciens pouvaient lui prêter. Pour le monde grec, pour le monde romain, pour le monde du Moyen-Âge, la nature est marquée par ce retour perpétuel du même. Elle est une forme de signe de l'éternité, à travers le flux de sa naissance et de sa mort, à travers le flux de ce qui ne cesse de croître et ensuite de dépérir. Mais nous savons aujourd'hui que la nature elle-même a une histoire, en quelque sorte. Bref, ça n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'histoire humaine. Et nous voyons que, dans ce XVIIIe siècle conscient de sa propre valeur, l'histoire apparaît comme le lieu d'un cheminement dont nous sommes, par définition, en toute simplicité, le sommet. Parce qu'évidemment, si l'histoire progresse, et si elle chemine d'une manière linéaire par l'accumulation progressive des savoirs et des connaissances, par l'accumulation progressive de cette qualité morale qui découle aussi du savoir qui lui est attaché,
par la capacité de plus en plus grande à sophistiquer les formes politiques de notre existence commune, alors évidemment, chaque instant du présent est le sommet de l'histoire humaine. Et de chaque instant du présent, nous pouvons regarder tout ce qui nous a précédé comme ce qui nous était antérieur, mais aussi, évidemment, comme ce qui nous était inférieur. Malheur à celui qui voudra revenir en arrière. Malheur à celui qui voudrait revenir dans les heures les plus sombres de notre histoire. Nous sommes le moment de la clarté, et tous ceux qui nous ont précédés étaient des siècles obscurs, ou plus obscurs que le nôtre, évidemment. Il faut bien, en effet, que quelque chose se soit joué dans cette évolution de l'histoire, que quelque chose ait fait son chemin qui nous fait aujourd'hui plus clair, plus lumineux, plus conscient, plus savant que tous ceux qui nous ont précédés. Et ce progrès est peut-être infini. La nature, dira Condorcet, n'a mis aucune borne à nos espérances. Nous pouvons espérer progresser ainsi pour l'éternité. Nous pouvons espérer que les choses s'améliorent infiniment. Nous pouvons aussi regarder le progrès de l'histoire comme étant marqué par le but vers lequel nous cheminons, comme étant marqué par une fin qui un jour se réalisera. Et cette idée de fin de l'histoire, pour le coup, c'est l'idée que s'est appropriée tout le XIXe siècle. Tout le XIXe siècle, après le XVIIIe siècle, a fixé à l'histoire une borne, un terme, quelque chose qui viendrait la clore, et au regard duquel nous pouvons dire qu'effectivement nous sommes en progrès, puisque nous nous rapprochons du but, puisque nous approchons du terme. Pour parler de cette fin de l'histoire, il faut évoquer évidemment la figure de ce philosophe qui clôt par cette œuvre le XVIIIe siècle et qui s'appelle Emmanuel Kant. Emmanuel Kant écrit, il a l'art des titres longs et compliqués, il écrit « L'idée d'une histoire universelle du point de vue cosmopolitique ». La prochaine fois que vous voudrez briller dans les salons que vous fréquenterez ce week-end, vous pourrez dire « Tu lis quoi en ce moment ?»« Ah, je lis un truc super, là. Je lis l'idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique. » Et là, vous montrez que vous êtes vraiment un homme de progrès. Idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique. Kant nous dit dans ce texte qu'il faut que nous parvenions à nous faire une idée de l'histoire universelle pour pouvoir en comprendre le progrès. Bien sûr, si vous avez le nez rivé aux actions individuelles des hommes, vous n'y verrez rien. Vous ne verrez aucun progrès. Si vous regardez les actions individuelles des hommes, vous allez voir le chaos, la répétition déprimante du même. Vous allez peut-être même voir que les choses vont de pire en pire. Vous allez peut-être même avoir la sensation que nous sommes dans une forme de régression, de décadence. Mais si vous prenez du recul, et si vous regardez l'histoire universelle, non pas sous la forme d'une connaissance précise de la chronique et des détails, mais sous la forme d'une idée générale, une idée de l'histoire universelle du point de vue cosmopolitique, c'est-à-dire en prenant en compte la totalité des nations. Peut-être que votre pays va très mal, mais du point de vue cosmopolitique. Défaisons-nous un peu de notre point de vue particulier, défaisons-nous de notre regard trop immergé dans l'histoire et dans la particularité du moment. Regardons l'histoire de manière bien plus générale. Et alors nous allons voir, dans cette histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique, que l'homme obéit en effet à une forme de loi universelle de la nature, mais que cette loi n'est pas le fait d'une sorte de constance ou de répétition du même, au contraire. Cette histoire universelle est le lieu d'une progression continuelle vers l'accomplissement de l'homme, vers l'accomplissement de la fin de l'histoire. Qu'est-ce que c'est que la fin de l'histoire ? Bien, la fin de chaque chose, c'est l'achèvement de ce qu'il est, c'est l'accomplissement de ce qu'il est. Qu'est-ce que ça peut être donc que la fin de l'histoire humaine ? C'est la première proposition que Kant nous fait dans cette idée d'histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique. La fin de l'histoire humaine ne peut être que l'accomplissement de la nature rationnelle des hommes, de leur capacité de penser, de comprendre le monde, de le connaître et de se comprendre eux-mêmes et de se connaître eux-mêmes. Voilà ce qui ne peut être que la fin de l'histoire, puisque la fin de chaque chose, c'est la fin, c'est l'achèvement, c'est l'accomplissement de ce qu'est cette chose. Or, nous sommes des êtres rationnels. Nous sommes des êtres rationnels, mais vous direz, et Kant s'y rangera évidemment, nous ne sommes pas que des êtres rationnels. Nous sommes aussi des êtres de passion, de pulsion, des êtres de désir. Il y a en nous quelque chose de totalement déraisonnable, évidemment. Comment comprendre que toutes ces passions qui nous traversent ne fassent pas obstacle à l'accomplissement de notre nature rationnelle ? Eh bien, c'est que
la nature qui dirige l'histoire avec une espèce de volonté propre, qui dirige l'histoire comme une forme de détermination globale, de détermination universelle. La nature utilise en nous même ce qui n'est pas rationnel pour accomplir ce qu'il y a en nous de rationnel. La nature utilise en nous même ce qui est le plus déraisonnable pour nous permettre d'avancer vers ce qui est le plus raisonnable. Elle utilise en nous ce qu'il y a de pire pour faire jaillir en nous le meilleur. Quand on regarde d'ailleurs les motivations des hommes dans l'accomplissement de leurs plus grandes actions, dans l'accomplissement de leurs plus grandes œuvres, dans la réalisation de leurs plus grandes découvertes, on verra qu'il y a souvent au cœur de ces motivations quelque chose de bien médiocre, de bien petit. Quand on regarde les hommes faire ce qui honore le plus la raison humaine, on verra qu'ils étaient souvent animés par des motifs parfaitement déraisonnables. Les plus grands souverains de l'histoire qui ont fait faire les plus grands progrès à la conscience humaine du droit, de la législation, ont été en réalité souvent animés par des passions bien violentes, par des instincts bien petits, par l'envie de briller, d'exister, par l'envie d'être reconnu. Tout cela fait partie de notre humanité, mais la nature utilise tout cela pour nous pousser au meilleur. Dans la 8e proposition de l'idée d'histoire universelle du point de vue cosmopolitique, Kant utilise la métaphore de la forêt. Nous vivons en société, et dans la société, nous passons notre temps à être en rivalité perpétuelle les uns avec les autres. Nous vivons ensemble alors que nous ne nous supportons pas. Mais nous continuons pourtant de vivre ensemble. Tous les autres nous sont intolérables et pourtant nous vivons au milieu de tous les autres. Nous détestons, regardez ce que c'est qu'une grande ville. Nous détestons la masse, mais nous vivons tous au milieu de la masse. Et pourquoi ? Eh bien parce que la nature l'a voulu ainsi. Elle se sert de ce que Kant appelle ce paradoxe profond. Elle se sert de ce que Kant appelle l'insociable sociabilité de l'homme. C'est-à-dire le fait que l'homme a besoin de vivre en société, mais qu'au milieu de la société, il a toujours besoin de s'opposer à tous les autres. Et pourquoi s'en sert-elle ? Eh bien, pour nous faire aller plus haut. Parce que cette émulation nous stimule. Un peu comme dans une forêt, vous voyez. Si vous plantez un arbre tout seul au milieu d'une plaine, il va pousser, bien sûr, mais il va pas pousser très haut. Vous plantez le même arbre avec plein d'arbres autour, ils vont tous ensemble pousser beaucoup plus haut. Parce que chacun d'entre eux cherche le soleil. Et que chacun d'entre eux, ayant besoin du soleil, va chercher le soleil de plus en plus haut. C'est le principe de la forêt. Plantez plein d'arbres ensemble, ils vont pousser droit et haut. Si vous avez bien planté, si vous avez bien réglé l'espace entre chacun d'entre eux, la compétition pour la lumière va faire en sorte que chacun d'eux poussera le plus droit, le plus haut possible. Nous ne sommes jamais plus élevés que quand ce qu'il y a en nous de médiocre peut s'exprimer dans le sens de ce que nous n'avions pas cherché. À la fin, la nature, nous dit Kant en quelque sorte, la nature se sert de tout pour faire son chemin et pour permettre aux hommes de faire leur chemin dans l'histoire. La nature se sert de tout, même de ce qu'il y a de plus mauvais, de plus médiocre, de plus absurde parfois, pour que la raison l'emporte. C'est une idée magnifique et qui vient nous consoler de bien des choses qui nous désolent, qui vient nous consoler parce qu'au fond, évidemment, nous ne sommes pas très heureux dans l'immédiat de voir les effets de cette compétition des hommes. Cette compétition, elle engendre tellement de mal. Elle engendre tellement de déception, de rivalité, de jalousie, de petitesse. Elle engendre aussi tellement de violence, et Kant prend en charge sérieusement la question de la guerre. Après tout, la guerre, évidemment, c'est le lieu de la violence absolue, mais est-ce qu'on n'a jamais vu l'homme donner autant le meilleur de lui-même qu'en temps de guerre ? Cette interrogation de la philosophie du XVIIIe siècle et du XIXe surtout, qui Kant n'est pas la seule à se poser. Cette interrogation, elle a de quoi faire frémir, parce que nous savons ce qu'a été la guerre. Nous savons surtout ce qu'ont été ces guerres épouvantables, les 2 guerres mondiales. Mais il faut se souvenir d'ailleurs que ces 2 guerres mondiales sont nées aussi sur ce terreau-là, sur le terreau de cette interrogation. Comme l'écrivait Nietzsche, comme l'écrira Nietzsche quelques décennies plus tard, c'est une grande erreur d'espérer encore beaucoup de l'humanité quand elle aura désappris de faire la guerre. Cette intuition traverse toute la philosophie du XIXe siècle. Kant compare, vous voyez, ces deux formes d'eau,
d'un côté, il y a l'eau stagnante, celle de la mare, un peu envasée, et de l'autre côté, il y a l'eau courante qui rebondit sur les rochers. Eh bien, une humanité qui s'élève, une humanité qui se pousse en avant, une humanité qui s'engage dans des rivalités, y compris dans des rivalités dangereuses et risquées, elle ressemble à l'eau claire de la rivière. Une humanité, au contraire, qui veut toujours rester au même endroit et qui n'a plus du tout de grande passion. C'est une humanité qui ne se donne plus le meilleur d'elle-même et qui apparaît comme étant finalement troublée, envasée, sans intérêt. Donc, nous dit Kant, la nature se sert de tout, et il y a là quelque chose qui pourrait nous consoler, parce que nous, ce que nous voyons, ce sont les horreurs de la guerre, mais ce que voit Kant avec son histoire universelle, c'est le progrès de l'esprit humain. À travers tout ce qu'il y a de plus médiocre, de plus grave, de plus triste, de plus tragique, même parfois, il y a ce qui nous élève le plus. Voilà ce que, dans la philosophie kantienne, nous pouvons tirer de consolation pour regarder le plan de la nature dans l'histoire, le plan de cette nature qui gouverne l'histoire. Vous l'avez compris, ici, les deux se trouvent d'une certaine manière rejoints l'un par l'autre, liés l'un à l'autre, attachés d'une manière presque définitive. Et c'est ce progrès de la raison qui est la conscience fabuleuse, l'espérance incroyable donc de ce moment philosophique autour duquel nous tournons depuis tout à l'heure. Je reviens à l'instant à cette intuition si profonde, à cette intuition d'une forme de raison qui nous ferait progresser, qui nous ferait cheminer jusqu'à l'accomplissement de notre rationalité. Cet accomplissement de la rationalité, il se joue, y compris à travers ces aberrations ponctuelles que nous avons l'impression de regarder comme étant des accidents de l'histoire ou comme étant le signe d'une condamnation définitive à la répétition du même. Il se joue à ces moments où ce qu'il y a en nous de plus fou vient servir aussi la raison. C'est ce que, sur ce plan, l'un des continuateurs de Kant appellera la ruse de la raison. Dans la raison, dans l'histoire, le philosophe Hegel nous permet de prendre en charge cette complexité de l'histoire, cette complexité tragique de l'histoire. L'histoire progresse, c'est un fait. Hegel en est absolument certain. L'histoire, c'est le progrès de l'esprit dans l'histoire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'esprit ? Pour parler de l'esprit chez Hegel, il faudrait un peu de temps, mais disons très simplement que l'esprit, c'est la conscience que la raison a d'elle-même. C'est-à-dire le fait que nous devenions progressivement conscients de notre propre capacité de penser, de notre propre capacité de comprendre, et ainsi que nous devenions conscients de notre propre liberté. L'esprit, c'est la conscience que l'homme a de sa liberté. Et l'histoire, nous promet Hegel, c'est l'accomplissement de l'esprit, c'est-à-dire l'accomplissement de la conscience que l'homme a de sa liberté. L'histoire, c'est l'histoire de la liberté devenant consciente d'elle-même. Dans La raison dans l'histoire, ou bien dans d'autres textes que l'on peut retrouver dans les leçons de philosophie de l'histoire de Hegel, nous retrouvons cette certitude absolue que Hegel nous propose que l'histoire est le chemin d'un progrès, que l'histoire est le lieu d'un progrès continuel. Et ce progrès, bien sûr, il n'apparaît pas à première vue. De Hegel, sans doute connaissez-vous, petit souvenir de vos années de terminale, au moins une figure bien célèbre, qui est celle qui ouvre la phénoménologie de l'esprit, encore un titre compliqué. Au tout début de la phénoménologie de l'esprit, Hegel nous raconte une histoire. C'est une histoire qui dit justement le progrès. Le progrès de l'histoire dans chacune de nos vies et le progrès de l'histoire au sens plus général de ce terme. Cette histoire est dialectique, c'est la dialectique du maître et de l'esclave. Au tout début de l'histoire, au point de départ, il y a deux individus, il y a deux consciences qui se font face, deux libertés qui se rencontrent. Je suis là, vous êtes là, le face-à-face s'opère. C'est le tout début de l'histoire. Quel est le premier de tous les besoins, dit Hegel ? Le besoin le plus fondamental de tous, c'est le besoin de reconnaissance. J'ai besoin d'être reconnu dans ma liberté. J'ai besoin que ma liberté soit reconnue de vous. J'ai besoin que vous me regardiez non pas comme un objet parmi tous les objets du monde, mais que vous me distinguiez parmi tous les objets du monde comme un être doté de liberté. Ça n'est pas du tout si évident que cela, bien sûr. Qu'est-ce qui me permet de faire la différence entre vous et le siège sur lequel vous êtes assis ?
Après tout, dans mon champ de vision entre une quantité d'objets, et certains d'entre eux demandent à être distingués, ils demandent à être reconnus, ils veulent ne pas être assimilés à tous les autres objets. D'ailleurs, quand je vous ai dit que j'avais du mal à vous distinguer de ce siège sur lequel vous êtes assis, vous avez fait une moue tout à fait caractéristique qui voulait dire « Merci, c'est pas très gentil. Si c'était pour qu'on me confonde avec un fauteuil, j'aurais mieux fait de pas venir. » Et effectivement, il y aurait une violence inouïe à être assimilé à un objet, à ne pas être reconnu dans sa liberté. Et pourtant, moi, quand je vous vois comme une sorte de chose extérieure. Je ne suis pas dans votre esprit, bien sûr. Pardonnez-moi, je suis vraiment désagréable avec vous ce soir, vous n'allez jamais revenir. Je vous vois comme une réalité qui se présente à ma conscience, comme un objet de ma perception, d'abord, tout simplement. Je ne suis pas dans votre conscience. Et il faut donc que vous vous manifestiez à moi pour vous faire reconnaître comme quelque chose de différent de toutes les choses, comme quelque chose qui pense, et qui pensant comme quelque chose qui est libre, et qui doit être respecté dans cette liberté et dans cette dignité qu'elle revendique pour elle-même. Et de la même manière, je sais très bien que, quoi que vous fassiez une moue désespérée, je suis moi aussi pour vous une chose à première vue. Alors, que va-t-il se passer ? Nous allons nous battre. Nous allons nous battre, bien sûr, parce que nous allons nous battre pour montrer à l'autre que nous sommes libres et que nous ne voulons pas devenir sa chose. Nous allons nous battre pour imposer notre liberté dans le champ de la société. Et c'est une lutte à mort qui s'engage. C'est une lutte à mort. Et cette lutte se termine seulement par l'abandon d'un des deux combattants. Il y a deux options possibles. Soit vous préférez la liberté à la mort, soit vous préférez la vie à la liberté. Celui qui préfère la liberté à la mort va continuer de se battre indéfiniment. Il est prêt à mourir. Ça lui est totalement égal. Mais de l'autre côté, il y en a un qui se dit, oh là là, effectivement, c'est peut-être pénible de ne pas être reconnu comme une personne libre, de ne pas être reconnu dans son autonomie et dans sa dignité, mais enfin, c'est plus pénible encore de mourir. Quand je serai mort, j'aurai beau jeu de faire quelque chose de ma liberté. Donc, je préfère encore m'arrêter là. Et celui-là dit, pousse, stop, j'arrête. Et il accepte d'être esclave. Voilà les positions originaires telles qu'elles se répartissent. D'un côté, le maître, celui qui a été jusqu'au bout, et de l'autre côté, l'esclave, celui qui a préféré s'arrêter avant. Qu'est-ce que c'est, on le dit d'ailleurs, de la Grande Guerre, hein ? Qu'est-ce que c'est que perdre une guerre ? Qu'est-ce que c'est que gagner une guerre ? Celui qui gagne une guerre, c'est celui qui est capable de supporter 1 minute de plus. C'est exactement ce que dit Hegel. Celui qui est capable de supporter 1 minute de plus devient le maître et l'autre devient l'esclave. Alors qu'est-ce qui se passe ? Évidemment, le maître est reconnu dans sa liberté, il est le maître, il maîtrise. L'esclave, au contraire, est nié dans sa liberté, il est un objet. Il est considéré littéralement, même juridiquement, comme un objet, comme une propriété. Il doit travailler pour l'autre. Il est utilisé comme un outil du maître pour pouvoir produire sa nourriture, pour pouvoir produire son logement, pour pouvoir apporter le confort de la vie. L'esclave devient un objet. Évidemment, il n'est pas un objet. Et quand il travaille, il se confronte avec la matière. Il mène une autre lutte, un autre combat, un autre conflit. En travaillant, il se confronte à la réalité. Et en se confrontant à la réalité, il parvient à mettre au point des stratagèmes techniques, il parvient à identifier des moyens de se faciliter la tâche. Pour le dire autrement, il fait l'expérience de sa liberté. Le maître, lui, est regardé comme sa position est étonnante. Le maître se laisse porter, il a un esclave qui travaille pour lui. Donc il ne fait plus jamais l'expérience de sa liberté, parce qu'il ne se confronte plus au réel. Au contraire, il est de plus en plus assisté. Il dépend entièrement de l'autre. Il dépend totalement de l'esclave. Et le paradoxe de l'histoire, vous voyez, c'est qu'elle est dialectique, c'est-à-dire elle est faite de renversements. À force de ne pas travailler, à force de se laisser vivre, à force de se faire entretenir par celui qui dispose maintenant de tous les savoir-faire, de toutes les techniques, qui est le seul à savoir comment on cultive la terre, le seul à savoir comment on construit une maison, le seul à savoir comment on produit les biens les plus nécessaires à la vie, à force de se laisser porter et de ne plus savoir du tout faire ce qui est nécessaire à sa simple survie, le maître devient dépendant de l'esclave. Et ainsi, il devient l'esclave de l'esclave. Et l'esclave devient le maître du maître. Et les positions s'inversent. Le maître devient l'esclave et l'esclave devient le maître. Alors vous allez dire, vous voyez que l'histoire ne progresse pas. C'est une sorte de renversement. Ce renversement, on peut d'ailleurs tout à fait l'observer aussi dans notre vie politique, dans notre vie géopolitique, par exemple.
Évidemment, et heureusement, nous avons aboli l'esclavage, mais enfin, nous continuons de reposer aujourd'hui, nous qui sommes des pays riches et développés, sur le travail de pays bien moins riches que nous, sur le travail de pays que nous exploitons parfois sans avoir trop de regard à l'égard des conditions dans lesquelles nous faisons travailler d'autres au bout du monde. Et petit à petit, nous nous rendons compte que transfert de technologie après transfert de technologie, nous finissons par en réalité devenir dépendants de ceux dont nous avions fait nos subordonnés. Et ainsi, l'histoire fait que les positions s'inversent et que le maître devient l'esclave de l'esclave et l'esclave devient le maître du maître. À la fin, est-ce que rien ne change? Bien non, rien ne change pas parce que il y a évidemment renversement, il y a évidemment destruction de ce qui avait été créé et retournement de ce qui avait été produit, mais quelque chose a changé. Le nouveau maître n'est plus du tout comparable au premier. Le maître qui a été esclave, il sait exactement ce que c'est que cette liberté si chèrement acquise. Il est beaucoup plus conscient de sa liberté que le maître ne l'était dans la position initiale après le combat primaire. Quelque chose a changé. La liberté est désormais plus consciente d'elle-même. Il y a donc un progrès. Mais c'est vrai que ce progrès s'opère de manière dialectique, nous dit Hegel. Et c'est vrai que ce progrès s'opère nécessairement par une forme de rupture, par une forme de destruction, de renversement qui fait que la négation rentre dans le processus. Le progrès n'est pas seulement positif, il est aussi négatif. C'est très important de le comprendre, nous dit Hegel. Le progrès n'est pas seulement positif, et il n'est pas seulement productif, il n'engendre pas seulement des biens nouveaux, il détruit aussi des biens anciens. Et ça ne peut pas se faire sans cela. C'est ce que Schumpeter consacrera en économie avec le principe de la destruction créatrice. Au fond, cette intuition est déjà présente au cœur de l'hegelianisme dans cette vision de l'histoire. Pour que quelque chose de meilleur naisse, il faut que ce qui est ancien disparaisse. Et il ne peut pas en être autrement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tellement du mal à voir le progrès dans l'histoire. Pour une raison très simple, c'est qu'à côté de ce progrès qui est en train de se réaliser, nous ne sommes pas le sommet de l'histoire. Nous sommes seulement une étape. Et l'histoire progressera en dépassant cette étape, c'est-à-dire en nous dépassant, c'est-à-dire en nous marchant dessus. C'est assez désagréable, mais enfin c'est comme ça que ça se produit. Dans les leçons, non pas de philosophie de l'histoire, mais d'histoire de la philosophie, Hegel emprunte, pour nous parler de la dialectique, il emprunte cette image très parlante. Vous voyez qu'au fond, nous passons notre temps à faire le trajet aller-retour entre la nature et l'histoire. Il emprunte cette image très parlante pour parler de la dialectique de la plante. Qu'est-ce que c'est qu'une plante? Une plante, c'est toute une histoire, précisément. Qu'est-ce que c'est qu'une plante? Au début, c'est une graine, une plante. Elle est là, dans la terre, elle est tranquille, peinard, bien au chaud. Et elle se dit naïvement, bien sûr, je suis la plante. Et d'un seul coup, boum, la graine explose et sort la tige. Pour que la tige advienne, il faut que la graine explose. Comme le dit la formule évangélique, si le grain ne meurt, il ne porte pas de fruits. Il faut que la graine, dit Hegel, disparaisse pour que la tige arrive, pour que les racines puissent pousser. Et la tige sort de terre glorieuse et elle dit « Hé, c'est moi la plante !» Mais pas du tout. Arrive ensuite la feuille, et puis arrive ensuite le bourgeon. Et le bourgeon proclame au petit matin où il naît « Je suis moi le bourgeon, je suis l'être là de la plante, c'est moi qui suis la plante !» Mais pas du tout. Le voilà bien vite démenti. Le bourgeon explose à son tour et la fleur sort au soleil. Il faut que le bourgeon explose pour que la fleur jaillisse, bien sûr. Vous ne pouvez pas imaginer que la fleur conserve chacun des états antérieurs. La fleur ne peut pas rester une graine, elle ne peut pas rester un bourgeon, sans quoi il n'y aurait pas de fleur du tout. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une fleur? C'est une histoire, c'est un processus, c'est un progrès. Mais ce progrès est autant destructeur qu'il est créateur. Et pour qu'il soit créateur, il faut qu'il soit destructeur. Et pour que les esclaves deviennent libres, il faut que les maîtres deviennent esclaves d'une certaine manière. Il faut que le maître perde, dans tous les cas, sa maîtrise de l'esclave pour que l'esclave prenne sa liberté. Le progrès ne peut pas faire que des heureux. C'est pas possible. D'ailleurs, il ne fait jamais que des heureux. Il fait toujours des malheureux. Et c'est la raison pour laquelle il y a une contradiction majeure. Et sur ce point, Hegel va accomplir ici l'intuition kantienne. Il y a une contradiction majeure entre le point de vue de l'individu historique, c'est-à-dire de l'individu que nous sommes, chacun d'entre nous, dans l'histoire, et le point de vue cosmopolitique, le point de vue global, le point de vue universel, pour reprendre ce que disait Kant.
Évidemment, pour nous, Européens, aujourd'hui, c'est un peu pénible de nous trouver déclassés. Pour nous, Français en particulier, n'est-ce pas, nous avons été le centre du monde et nous avons toujours l'impression totalement consciente et tranquille de l'être. Et pourtant, ça n'est plus le cas. Mais il fallait, pour que l'histoire progresse, que ceux qui étaient autrefois les maîtres du monde finissent par perdre cette maîtrise. Et ainsi chemine dans le temps la conscience de la liberté, mais elle suppose d'accepter que nous ne sommes pas à la fin de l'histoire, que nous ne sommes pas le dernier mot, le point final, que nous ne sommes pas plus qu'une étape. C'est pas très agréable d'être un bourgeon. C'est sûr. Si vous regardez les choses du point de vue du bourgeon, c'est pas extrêmement plaisant. Mais ce qui compte, c'est de regarder l'histoire dans sa globalité. Et ce qui est magnifique, c'est de voir que l'histoire fait son œuvre à travers ces moments différents, à travers ces étapes qui sont l'occasion d'un dépassement successif. Et pour que ce dépassement s'opère, eh bien, et c'est là 2 enseignements que Hegel nous propose, qui viennent corroborer d'une certaine manière ce que Kant nous proposait. Pour que ce dépassement s'opère, il faut la volonté des individus historiques. Mais regardez-le avec moi, les individus ne peuvent pas coopérer lucidement au progrès de l'histoire. C'est pas possible. Puisqu'il y a une distorsion radicale et même une opposition complète entre le point de vue de l'individu et le point de vue universel, comment les individus pourraient-ils dire « moi je veux servir le progrès universel ». Ça n'arrive jamais. C'est tellement contraire à leurs intérêts. Vous avez déjà vu, vous, un bourgeon qui dit « hâte d'exploser, moi, que la fleur puisse arriver ». Non, ça ne se produit pas. Le bourgeon fait tout pour rester bourgeon d'une certaine manière, et ce n'est que la force vitale qui le traverse, qui le fait détruire pour que la fleur puisse advenir. Il faut donc que l'histoire se joue à travers nos actions sans que nous en soyons conscients. C'est ce que Hegel appelle donc la ruse de la raison. Nous croyons servir nos propres motivations. Nous sommes habités par ce qu'il y a en nous de plus petit, de plus individuel, par ce qu'il y a en nous de plus égoïste même, et en fait, nous sommes en train de servir le progrès universel dont nous n'avons pas conscience. Et si nous en avions conscience, d'ailleurs, nous ne le servirions pas parce qu'il constitue l'occasion de nous dépasser nous-mêmes, de nous détruire nous-mêmes en quelque sorte. C'est le cas de tous les grands hommes. Tous les grands hommes qui ont fait l'histoire, dit Hegel. Ils ont un point commun, tous les grands hommes qui ont fait le progrès de l'histoire. Ils ont tous, sans exception, ils ont tous été très malheureux. Ils ont été détruits par l'histoire qu'ils faisaient. Ils faisaient l'histoire et l'histoire qu'ils faisaient les a détruits. Les grands hommes, c'est César assassiné. Les grands hommes, c'est... vous pouvez prendre tous les individus historiques que vous voudrez. Prenez par exemple celui qui fascine le plus Hegel, Napoléon. Napoléon Bonaparte. Hegel a vécu une partie de sa carrière à Iéna. Et c'est à Iéna qu'il a écrit d'ailleurs la phénoménologie de l'histoire dont je vous parlais tout à l'heure. La phénoménologie de l'esprit. Erreur. Fatigue. Hegel a écrit à Iéna ce texte majeur de la jeunesse hegelienne, la phénoménologie de l'esprit. Et il a écrit ce texte au moment où Iéna était assiégée par Napoléon, puis envahie par Napoléon Bonaparte. Évidemment, c'est assez déplaisant de se faire envahir. Mais Hegel est un homme de l'universel et il n'est pas un ingrat. Et en regardant Napoléon défiler sous ses fenêtres, Hegel dira qu'il a vu l'histoire passer à cheval. Napoléon, c'est l'histoire. Pourquoi ? Parce que regardez, Napoléon, l'effet incroyable des conquêtes napoléoniennes. Bien sûr, elles ont été éphémères. Et bien sûr, Napoléon s'est rapidement effondré dans son projet impérial. Mais entre-temps, il a eu le temps de laisser des acquis qui ont été indélébiles. Il a eu le temps, notamment dans ces États allemands qui étaient si divisés et marqués par des traditions juridiques issues de la féodalité, il a eu le temps d'imposer le code civil, le rayonnement de ce droit latin, centralisé, rationnel. Quel incroyable progrès! En conquérant son empire, Napoléon n'avait pas le projet de servir le progrès de l'histoire universelle. Il avait le projet de devenir un grand empereur. Napoléon n'était pas animé par la raison, il était animé par toutes les passions humaines dans ce qu'elles ont de plus intense, de plus radical, de plus violent, bien sûr. Mais sans le savoir et sans le vouloir, Napoléon a servi les progrès de la raison, de la rationalité. C'est ça la ruse de la raison. C'est que la raison se sert de ce qu'il y a en nous de plus passionnel pour pouvoir faire avancer ce qu'il y a de plus rationnel. Évidemment, ça se joue au prix de la destruction des individus historiques. L'amour heureux n'a pas d'histoire, dit-on, et
Sur la grande scène du monde, les époques heureuses sont des pages blanches de l'histoire. Dans une époque heureuse, il n'y a rien à raconter. Dans une époque heureuse, il ne se passe rien. Mais prenez par exemple la conquête napoléonienne, c'est une période épouvantable. Mais là, pour le coup, il y a un grand destin. Là, il y a une belle histoire. Là, il y a beaucoup de passion et surtout, là se joue le progrès véritable dans la conscience de la liberté. Alors évidemment, qu'importe Napoléon broyé au regard du progrès de l'histoire. Et qu'importe surtout les centaines de milliers de soldats morts dans l'expédition de Napoléon Bonaparte. Le grand homme fait son chemin sur le chemin de l'histoire, et pour faire son chemin sur le chemin de l'histoire, il lui importe assez peu d'écraser maintes fleurs innocentes, dit Hegel. Tant pis pour ces petites fleurs innocentes, il fallait que l'histoire avance. Et là aussi, évidemment, il y a quelque chose qui fait un peu froid dans le dos. Qu'importe les petites fleurs innocentes que le grand homme écrase au passage. Il faut que l'histoire avance. C'est ce que nous dit Turgot dans le texte que nous lisions tout à l'heure, dans un mot que j'ai découvert en préparant cette conférence et qui a quelque chose d'une incroyable ironie de l'histoire, pourrait-on dire. Turgot écrit « Enfin » à la fin de son discours, « Enfin toutes les ombres sont dissipées. Quelle lumière brille de toutes parts. Quelle foule de grands hommes dans tout genre. Quelle perfection de la raison humaine. Un homme, Newton, a soumis l'infini au calcul, a dévoilé les propriétés de la lumière qui, en éclairant tout, semblait se cacher elle-même, a mis dans la balance les astres, la terre et toutes les forces de la nature. Leibniz embrasse dans sa vaste intelligence tous les objets de l'esprit humain. Les différentes sciences, resserrées dans un petit nombre de notions simples, ne peuvent plus, lorsqu'elles sont devenues par leur progrès, être envisagées que séparément, mais un progrès plus grand encore les rapproche. Parce que si chaque jour ajoute à l'immensité des sciences, chaque jour les rend plus faciles, parce que les méthodes se multiplient avec les découvertes, parce que l'échafaud s'élève avec l'édifice. Alors en lisant cette phrase, je me suis demandé ce que Turgot pouvait bien vouloir dire par cette expression curieuse, l'échafaud s'élève avec l'édifice. Dans cette affirmation qui semble n'accepter aucune espèce de nuance, enfin la lumière brille. Pourquoi Turgot termine-t-il son discours par la mention de l'échafaud? Nous sommes en 1750. Eh bien parce que l'échafaud, ça ne veut pas du tout dire la guillotine sur laquelle on exécute un individu. L'échafaud, pour Turgot, c'est juste le premier sens du mot que je ne connaissais même plus, que le lettré m'a rappelé. L'échafaud, c'est simplement un outil pour un menuisier qui permet de mesurer la forme des pierres. L'échafaud s'élève avec l'édifice. Et en affirmant cela, Turgot voulait seulement dire que nos moyens techniques s'augmentent encore et s'élèvent encore avec l'élévation de tout ce que nous avons construit par eux. L'échafaud s'élève avec l'édifice. Mais bien sûr, en 1750 en particulier, cette formule a quelque chose de curieux, de paradoxal, quelque chose d'une ironie de l'histoire au moment où Turgot termine son discours par un éloge au grand roi Louis. L'échafaud s'élève avec l'édifice. Alors que retenir de cette intuition? C'est que, précisément dans la perspective que nous propose Hegel, dans cette perspective dialectique, le progrès apparaît effectivement comme étant à double tranchant, au moins à double tranchant. L'échafaud s'élève avec l'édifice. Et peut-être y a-t-il, dans l'hégélianisme, dans la philosophie kantienne, quelque chose qui, il faut bien le reconnaître, a préparé les horreurs que nous allons commémorer bientôt. Parce que l'idée que la vie humaine, finalement, du point de vue individuel, n'est pas si importante que cela, au prix du progrès dans l'histoire, cette idée selon laquelle on peut sacrifier l'individu au progrès de l'universel, cette idée-là a été la matrice de tous les totalitarismes, et même de toute cette barbarie que nous voyons se déployer au sein de la Grande Guerre que nous commémorons bientôt. Mais si le progrès est à double tranchant, c'est peut-être pour une raison plus profonde encore que pour ce danger que représente une idéalisation du progrès qui nous ferait risquer tous les coups pourvu qu'il puisse s'accomplir. Peut-être au fond l'histoire de l'homme, à travers ce que nous regardons comme un progrès, est finalement en fait non pas l'occasion de cheminer dans la conscience de la liberté, mais l'occasion de la perdre progressivement. Évidemment, celui qui affirme cela comme une espèce d'exception, comme une sorte de fausse note dans le concert du XVIIIe et du XIXe siècle,
Celui qui vient prendre le contrepoint de cette idéalisation de la lumière qui se fait dans l'histoire, de cette passion des Lumières, c'est Jean-Jacques Rousseau. Vous connaissez tous, là aussi, petite réminiscence de terminale, vous connaissez tous cette expression qui vient condenser toute la philosophie rousseauiste, l'homme est naturellement bon. L'homme est bon par nature. C'est-à-dire que la condition humaine, la nature humaine, originairement, est parfaitement bonne. Au fond, on peut dire que Rousseau a eu une seule idée dans toute sa vie et qu'il a répété la même idée pendant toute sa vie, c'est ce qui fait de lui un très grand philosophe. Cette capacité à revenir sans cesse, à mûrir sans cesse une grande idée et à la décliner dans des directions différentes, c'est ce qui caractérise vraiment l'œuvre de Rousseau. Par un petit matin de 1749, en plein moment de fascination pour le progrès, à la veille d'ailleurs de ce discours de Turgot que je vous lisais à l'instant, Rousseau va visiter son ami Denis Diderot qui est emprisonné au fort de Vincennes et en marchant sur le chemin, il lit cette question posée par l'Académie de Dijon, question d'érudition dans un moment d'ébullition intellectuelle sans précédent. La question qui est posée est la suivante, c'est un concours lancé par l'Académie de Dijon, vous savez cette académie de province comme il y en avait beaucoup, comme il en reste encore d'ailleurs. Et ces érudits de l'Académie de Dijon proposent à la sagacité commune une question qui est évidemment une sorte d'évidence rhétorique, l'occasion d'un moment d'éloquence. En quoi les sciences et les arts ont-elles servi les progrès du genre humain ? Eh bien, Rousseau est saisi d'une sorte d'inspiration soudaine qu'il décrira plus tard comme une illumination. Il se dit, au regard de cette question, que l'évidence lui apparaît bien sûr, en fait. Voilà, tout le problème est là. Les sciences et les arts ont perdu le genre humain. Les sciences et les arts, la culture, tout ce que nous mettons en commun, tout ce qui se transmet justement d'une génération à une autre, tout cela est une catastrophe absolue pour l'humanité, une catastrophe pour notre nature humaine, perdue pour toujours. Plus nous avons cheminé dans la vie en société, plus nous avons cheminé dans la conscience collective, plus nous sommes devenus savants, plus nous sommes devenus cultivés, plus nous sommes devenus artistes, plus nous sommes devenus inhumains. Plus nous avons perdu cette espèce de nature première parfaitement bonne, que l'on devine encore d'ailleurs dans la condition animale. Regardez l'animal. Il est incapable de faire le mal. Il est incapable de vouloir le mal. Il est incapable de se montrer mesquin, de se montrer vaniteux, de se montrer jaloux. L'animal tue, bien sûr, mais seulement pour se nourrir. Ce n'est pas de la méchanceté. Ce n'est pas de la violence gratuite. Eh bien, il faut supposer que l'homme, dans son état naturel, était comme l'animal, d'une innocuité parfaite, d'une innocence absolue. L'homme n'est pas naturellement sociable. La vie en société est un accident de l'histoire. L'histoire n'aurait pas dû exister d'ailleurs. Nous aurions dû rester dans l'ordre de la nature, dans cette continuité parfaite qui n'a pas de mémoire, et qui n'a tellement pas de mémoire que nous n'en avons pas gardé la mémoire. Au commencement de l'humanité, racontera Rousseau, dans le second discours, le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Décidément, c'est la soirée des titres compliqués. Le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Dans ce second discours, Rousseau tente de revenir à l'origine de la nature humaine. Au tout début, au commencement de l'humanité, l'homme n'est pas un être sociable, c'est un être parfaitement solitaire. Il peut très bien subvenir tout seul à ses besoins. De quoi a-t-il besoin? De manger, de boire, de dormir. Je le vois, dit Rousseau, cueillant son repas dans un arbre, se désaltérant dans le ruisseau qui coule au pied de cet arbre et s'étendant sous son ombre pour se reposer, et voilà tous ses besoins satisfaits. Est-ce que c'était pas le bonheur? Est-ce qu'on a vraiment progressé depuis? Vous voyez nos journées de fou, comme on travaille, comme on s'arrête pas, comme on est tout le temps épuisé. À quoi ça nous a servi tout ça, toute cette sophistication de la vie en société? En fait, l'homme n'a pas du tout besoin de vivre en société. C'est arrivé par hasard. Pour quelle raison? On n'en sait rien. C'est arrivé par accident. Il s'est produit que les hommes ont commencé à se regrouper. Jusque-là, ils vivaient comme des solitaires. Alors, de temps en temps, bien sûr, il se passait qu'un homme croisait une femme, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire, il y avait un enfant qui naissait. Dans un grand moment de machisme, Rousseau prétend que la femme s'occupait tranquillement de l'enfant pendant que le père pouvait joyeusement s'en aller. Et quand l'enfant était sevré, quand il était autonome, quand il pouvait se débrouiller tout seul, la mère quittait l'enfant, elle ne le reconnaissait pas quelques années plus tard. L'homme est un être solitaire. Tout le reste, c'est de la construction sociale.
La construction sociale est arrivée parce que nous nous sommes regroupés. Nous nous sommes regroupés pour une raison très étrange, mais enfin nous sommes restés ensemble. Nous avons commencé à faire des sons avec notre bouche, c'est devenu un langage, nous avons commencé à parler. Et nous avons commencé dans cette vie en société à nous regarder les uns les autres. Besoin de reconnaissance, qui n'a rien de naturel, dit Rousseau. L'animal n'a pas besoin de reconnaissance. Mais nous avons eu besoin d'être reconnus par les autres, d'être admirés par les autres. Alors ont commencé les premières passions de l'amour, les premières passions de la jalousie. Alors a commencé la compétition sociale. Qu'est-ce que ça veut dire vivre en société? Ça veut dire vivre en permanence sous le regard des autres. Ça veut dire vivre en permanence du regard des autres. Attendre des autres qu'ils légitiment ce que nous faisons, qu'ils soient les garants, qu'ils soient capables de reconnaître que ce que nous sommes vaut la peine d'être admiré. Voilà ce qu'est la vie en société, une sorte de course perpétuelle et perpétuellement frustrée à la reconnaissance d'autrui. Est-ce que nous y avons vraiment gagné? C'était pas mieux d'être un peu comme les animaux? Ah oui, on peut le dire comme Rousseau, l'homme qui médite est un animal dépravé. On était bien mieux avant de commencer à réfléchir. On était bien plus tranquille, on était bien plus paisible. Et voilà qu'on s'est mis toutes ces complications sur la tête et maintenant nous persistons à dire que nous avons progressé. Alors oui, c'est vrai, nous avons progressé d'une certaine manière. Nous avons progressé parce que la nature humaine est marquée par ce que Rousseau appelle la perfectibilité. Nous avons perfectionné bien des choses qui traversent notre expérience. Nous sommes devenus capables d'apprendre. Nous avons appris beaucoup. Nous sommes devenus capables de techniques, de technologies. Regardez tout ce que nous avons avec nous aujourd'hui, tous nos outils. Regardez l'art que nous avons construit. Regardez les savoir-faire accumulés. Mais tout ce progrès, en réalité, n'a été que pour signer la dégradation progressive de notre condition naturelle. Alors il n'y a plus d'hommes de l'état de nature, mais nous avons traversé les océans, dit Rousseau, et nous avons rencontré au-delà des mers cette figure qui hante toute la philosophie des Lumières, la figure du bon sauvage. Les sauvages de l'époque des Lumières ne ressemblent pas aux hommes de l'état de nature parce qu'ils vivent déjà dans des sociétés. Mais enfin, ce sont des sociétés très primitives, considèrent les Européens. Ce sont des sociétés qui sont tout près de l'état naturel. Ce sont des sociétés qui ressemblent à ces premières sociétés du monde. Nous avons l'impression, Européens, d'avoir beaucoup progressé par rapport à eux. Nous avons l'impression de savoir beaucoup plus de choses, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, en toute bonne conscience, animés par notre certitude d'être le dernier mot de l'histoire, nous avons colonisé ces peuplades lointaines pour leur apporter notre civilisation. C'est, vous vous en souvenez, le mot de Jules Ferry, c'est le devoir des races supérieures que d'éduquer les races inférieures. Mais qui est vraiment inférieur, demande Rousseau. Qui est vraiment inférieur dans l'histoire? Comparons le sauvage et l'Européen. Comparons celui qu'on appelle aujourd'hui l'Amérindien avec l'Européen colonisateur. Comparons le colonisé avec celui qui vient à sa rencontre avec un sentiment si convaincu et si certain de sa propre supériorité. Bien sûr, nous arrivons avec des armes à feu. Bien sûr, nous arrivons avec des bateaux. Bien sûr, nous arrivons en ayant maîtrisé la domestication du cheval et maintenant avec le moteur, avec l'avion. Bien sûr, nous avons ces produits techniques incroyables, mais ils sont autant de choses que nous avons perdues dans nos corps. Le corps de l'homme sauvage étant le seul instrument qu'il connaisse, écrit Rousseau, il l'emploie à divers usages dont, par le défaut d'exercice, les nôtres sont incapables. Et c'est notre technique qui nous ôte la force et l'agilité que la nécessité l'obligeait d'acquérir. Si le sauvage avait eu une hache, son poignet casserait-il de si fortes branches? S'il avait eu une fronde, lancerait-il de la main une pierre avec tant de raideur? S'il avait eu une échelle, grimperait-il si légèrement sur un arbre? S'il avait eu un cheval, serait-il si vite à la course? Laissez à l'homme civilisé le temps de rassembler toutes ces machines autour de lui, on ne peut douter qu'il ne surmonte facilement l'homme sauvage. Mais si vous voulez voir un combat plus inégal encore, mettez-les nus et désarmés vis-à-vis l'un de l'autre. Et vous reconnaîtrez bientôt quel est l'avantage d'avoir sans cesse toutes ces forces à sa disposition, d'être toujours prêt à tout événement et de se porter, pour ainsi dire, toujours tout entier avec soi. De se porter, pour ainsi dire, toujours tout entier avec soi. La formule est magnifique. Bien sûr, avec une voiture, nous courons plus vite que l'homme de l'état de nature. Mais maintenant, faisons le même défi
en nous mettant chacun désarmés, sans outils, l'un face à l'autre. Et alors nous verrons combien nous avons perdu. Pas besoin de regarder si loin que l'homme de l'état de nature, même pas besoin de remonter jusqu'à ce bon sauvage tel que les Européens le décrivaient bien naïvement. Il suffit de considérer par exemple ceux qui nous ont précédés il y a 1, 2, 3 générations. Bien sûr, nous avons à côté d'eux un arsenal technologique beaucoup plus impressionnant. Avec un smartphone, ne doutons pas que nous nous repérons plus facilement qu'un Parisien dans Paris il y a une génération, mais qu'on nous retire le smartphone et alors on verra bien ce qui se passe. Avec un smartphone dans nos poches, nous sommes presque tout-puissants. Mais cette tout-puissance que nous avons l'impression d'avoir acquise, en réalité, elle est le signe de notre impuissance radicale dès que le smartphone s'éteint. Nous sommes complètement perdus. Je lisais récemment que les psychiatres ont identifié une nouvelle maladie psychique qu'ils appellent la nomophobie. No mobile phobia. Le sentiment que nous avons d'être, pour reprendre le mot de Rousseau, littéralement tout nu dès lors qu'on nous enlève notre téléphone portable. Oubliez-le un jour, en partant de chez vous, le monde devient soudainement infiniment plus compliqué. Comment se rapporter aux autres, comment leur parler, comment entrer en lien avec eux si nous ne savons plus ce qu'il y a à nous raconter? Comment se déplacer dans l'espace? Comment trouver les horaires du prochain train, le quai sur lequel il circulera ou sur lequel il ne circulera pas? Bref, nous sommes totalement désarçonnés si on nous enlève cet objet qui est aujourd'hui le lieu de notre intermédiaire nécessaire avec le monde qui nous entoure. Bien sûr que nous pouvons répondre à n'importe quelle question sur la nature environnante avec Wikipédia dans nos poches, mais qu'on nous enlève Wikipédia, nous ne savons pas reconnaître la feuille d'un arbre d'une autre feuille. Nous ne savons pas reconnaître un oiseau d'un autre. Nous ne savons pas distinguer une seule espèce vivante d'une autre espèce vivante. Il n'est pas nécessaire de remonter jusqu'à l'état sauvage. Nous croyons avoir progressé, mais tout notre progrès n'a fait que constituer l'occasion de notre décadence progressive. Voilà ce que nous dit Rousseau. Évidemment, ça n'est pas très joyeux, mais nous pouvons le reconnaître volontiers, n'est-ce pas? S'il avait eu un cheval, serait-il si vite à la course? Est-ce qu'au fond, nous ne vivons pas de cette expérience continuelle qui consiste à déléguer petit à petit aux objets que nous produisons les facultés les plus fabuleuses et les plus nécessaires à notre condition humaine? Nous discutions de cela avec un ami il y a quelques jours simplement. C'est fabuleux, me disait-il, nous avons dans notre poche une mémoire extraordinaire. En réalité, nous n'avons pas dans notre poche une mémoire extraordinaire, c'est la mémoire d'un outil. Elle ne ressemble pas du tout d'ailleurs à la mémoire humaine. Mais parce que nous croyons avoir dans nos poches une mémoire extraordinaire qui retient pour nous toute la poésie du monde, eh bien, nous avons oublié d'apprendre par nous-mêmes et ainsi nous n'avons plus du tout de mémoire. Notre mémoire est atrophiée. Nous n'avons pas plus de mémoire que les générations qui nous ont précédés avec un smartphone dans nos poches. Au contraire, nous avons perdu l'expérience même d'apprendre quelque chose par cœur. Et nous avons l'impression, parce que nous n'avons plus de mémoire, d'avoir perdu jusqu'à notre attention au monde et d'être totalement diffractés, dispersés dans la fluctuation du présent, dans ce règne de l'immédiateté. Bref, je ne vous fais pas de tableau, vous le savez bien mieux que moi. Nous le savons tous ensemble. Il y a dans nos propres outils, dans notre propre pouvoir nouveau, quelque chose qui, en réalité, échappe à notre pouvoir. Nous pensons être de plus en plus les maîtres et nous avons pourtant l'impression d'être de plus en plus les esclaves de ce par quoi nous prétendions maîtriser le monde qui nous entoure. Bref, y a-t-il un progrès dans l'histoire? Mais où est vraiment ce progrès? Pour le comprendre, peut-être arrêtons-nous simplement sur cette distinction décisive que nous propose de faire un personnage étrange, à la fois philosophe, économiste, tout récent, tout proche de nous, qui s'appelle Georg von Ratkowski. Il est très peu connu, mais il mérite d'être lu. Ratkowski, que j'ai déjà cité ici l'année dernière, est l'auteur d'un livre magnifique qui s'appelle Les Jeux du désir. Un livre très étonnant dans son écriture. C'est un texte d'économie qui s'accompagne de réflexions philosophiques. C'est un paragraphe d'économie en lettres normales et suivi d'un paragraphe de philosophie en lettres italiques. C'est très curieux, c'est très rare. Mais c'est vraiment un texte passionnant et qui nous invite à réfléchir justement sur cette question du progrès, et notamment sur notre croyance tellement commune aujourd'hui dans ce qu'on appelle le progrès technique. En réalité, dit Ratkowski, il n'y a pas de progrès technique. Il n'y a de progrès que par rapport à quelque chose que nous avons déterminé comme étant une valeur absolue, qu'un nouveau dispositif technique nous permet d'économiser, de conserver, de protéger, de préserver.
Le TGV est un progrès technique si nous voulons économiser du temps. Et si c'est le temps qui a de la valeur pour nous, alors effectivement le TGV est un progrès. Mais si c'est notre attention au monde qui compte, alors la marche est de toute évidence un progrès par rapport au TGV. Les débats d'actualité le montrent suffisamment. La voiture est un progrès par rapport à la marche à pied, par rapport au vélo, si nous voulons aller plus vite. Encore que dans Paris, maintenant, ce n'est plus du tout certain. Mais si nous voulons économiser les ressources fossiles, si nous voulons protéger la planète, si nous voulons faire attention à la qualité du monde qui nous entoure, alors c'est vrai que le vélo est un progrès par rapport à la voiture. Il n'y a pas de progrès en soi. Et voilà sans doute ce que nous devons disqualifier. Peut-être ne faut-il pas nous résigner à l'idée que tout est toujours pareil, que tout revient toujours au même. Peut-être faut-il apprendre de nos erreurs. Peut-être est-il nécessaire de tenter de faire des progrès. Sans doute même est-ce ce à quoi nous aspirons tous. Mais ce avec quoi nous devons rompre définitivement, c'est avec l'illusion d'un progrès qui s'accomplirait nécessairement dans l'histoire à travers toutes les nouveautés, à travers tous les changements, à travers tout ce qui vient apporter quelque chose d'inédit dans notre existence collective comme dans nos vies personnelles. Il n'y a pas de progrès en soi. Et le progrès ne peut être tel que par rapport à ce que nous avons déterminé dans notre propre décision comme étant le but visé, comme étant la valeur absolue, celle au regard duquel nous déterminerons qu'un dispositif précis, qu'une innovation, qu'un changement sont ou non un progrès. Et la question qui se joue d'ailleurs n'est pas celle de savoir s'il faut accepter ou non le progrès. La question qui se présente à nous n'est pas celle de savoir s'il faut vouloir l'avenir ou au contraire chercher à retourner dans le passé. Tout cela n'a aucun sens, on ne retourne jamais dans le passé. C'est le propre du passé, nous en avons parlé ensemble, qu'il est passé pour toujours. Mais c'est aussi le propre du passé qu'il vient par la mémoire, qui constitue le passé comme un tout, qui se rassemble dans le présent. C'est aussi le propre du passé qu'il peut nous éclairer quant au choix que nous avons à faire aujourd'hui. Il ne s'agit pas de vouloir ou non le futur, il s'agit de déterminer ce qui sera pour nous un progrès. Quel sera le futur que nous voulons construire ensemble? Et c'est ici qu'intervient précisément la nécessité définitive de l'activité politique. La politique est précisément le lieu par lequel nous travaillons ensemble à définir ce que nous voulons poursuivre, par lequel nous travaillons à fixer ces progrès que nous voulons suivre. Et la politique consiste à faire avec la contingence de l'histoire. Rien n'est écrit d'avance. Le futur n'est pas écrit d'avance. Nous parlions ensemble, en évoquant la question du passé, de cette magnifique philosophie de Bergson qui voulait déconstruire l'idée que nous nous faisons de cette flèche du temps, de cette flèche sur laquelle serait déjà écrit l'événement à venir, serait déjà présent tout ce qui n'est encore que futur. On demandait un jour à Bergson à quoi ressemblerait le grand roman du XXe siècle. Et Bergson dit, si je savais ce que sera le grand roman du XXe siècle, je l'écrirais. Je n'en ai absolument aucune idée. Le grand roman du XXe siècle n'est même pas possible encore. Il faudra que l'action humaine le rende possible pour qu'il puisse advenir sur la scène de la littérature. Il en va de même de tout notre rapport au futur. Qu'est-ce qui sera vraiment un progrès? Que pouvons-nous déterminer comme étant authentiquement le progrès que nous voulons suivre? Voilà la grande question que rencontre la politique. Parce que l'histoire n'est pas écrite d'avance. Il ne suffit pas d'opposer ceux qui veulent bouger et ceux qui ne veulent pas bouger. Il ne suffit pas de faire comme s'il y avait d'un côté ceux qui veulent aller de l'avant et de l'autre côté ceux qui veulent revenir en arrière. La question qui nous est posée avec tout notre présent, dans tout ce qu'il a de bon et dans toutes ses imperfections, la question qui nous est posée, c'est comment allons-nous tenter d'être les acteurs d'un véritable progrès? Au regard de quelle valeur absolue, au regard de quel but fixe et fixé pour toujours, allons-nous, dans notre cheminement, pouvoir vraiment progresser? Que voulons-nous économiser? Et qu'acceptons-nous de perdre? Qu'est-ce qui est pour nous important et qu'est-ce qui ne l'est pas? Voilà la question fondamentale. Et cette expérience de la politique consiste à reconnaître que le progrès n'est pas écrit d'avance. C'est ce que nous dit, et c'est le dernier auteur que nous pourrions citer pour méditer sur le progrès, ce très grand auteur, ce très grand philosophe qui est aussi un grand sociologue allemand qui s'appelle Max Weber. Dans le métier et la vocation de politique, Max Weber reprend une perspective qu'il avait déjà proposée en réfléchissant sur l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire étudier l'histoire, nous dit Weber?
Étudier l'histoire, c'est très étonnant. Ça veut dire comprendre comment les événements se sont produits et comprendre comment tels événements ont occasionné tels effets, telles conséquences sur l'histoire. Et comment savoir que les événements sont liés entre eux par une relation de cause à conséquence? Eh bien, seulement en faisant abstraction, voyez. Que fait le biologiste quand il tente de savoir à quoi sert un organe? Eh bien, il retire cet organe à un animal de laboratoire, par exemple, et il regarde ce qui se passe. Nous comprenons à quoi sert un organe quand nous regardons ce qui se passe quand nous retirons cet organe. Savoir à quoi sert un organe au milieu d'un organisme, c'est savoir ce qui se passerait si nous ne disposions pas de cet organe dans notre organisme vivant. Eh bien, l'historien doit faire à peu près la même chose. L'historien qui étudie l'histoire, en fait, consciemment ou inconsciemment, ne cesse de se demander, et la question est vertigineuse, que serait-il arrivé si les choses n'avaient pas été ainsi? Pour comprendre les effets de la victoire des Grecs dans la bataille de Marathon, il faut se poser la question, que serait-il arrivé si les Grecs avaient perdu la bataille de Marathon et si les Perses avaient gagné? Et c'est à cette question que l'on reconnaît l'ampleur des conséquences, l'importance des conséquences de la bataille de Marathon. Faire de l'histoire, c'est donc se confronter à la contingence de l'histoire. L'historien, c'est le seul scientifique qui passe son temps, consciemment ou inconsciemment, à étudier ce qui ne s'est pas produit, ce qui n'est pas arrivé, qui étudie d'une certaine manière ce qui n'est pas disponible, quelque chose qui n'a pas été. Et c'est à côté de ce qui n'a pas été que nous regardons ce qui s'est passé et que nous pouvons comprendre l'ampleur des conséquences de tel ou tel événement. Pour le dire autrement, faire de l'histoire, c'est rencontrer la contingence de l'histoire. Tout n'est pas écrit d'avance. Les Grecs auraient pu perdre la bataille de Marathon, et le destin de notre civilisation aurait été totalement différent. Totalement différent. Et il s'en est fallu de peu d'ailleurs. Donc, nous dit Weber, l'histoire est marquée par cette contingence. Eh bien, c'est à cette contingence que la politique doit faire face. C'est à cette contingence que nous nous confrontons lorsque, comme citoyens, nous regardons le monde dans lequel nous sommes et que nous nous demandons quels sont les progrès que nous voulons apporter. Rien n'est écrit à l'avance. Ne nous laissons pas enfermer dans l'illusion que certaines choses seraient par définition des progrès simplement parce qu'ils sont nouveaux. Nous devons regarder le progrès comme étant le produit de notre délibération. Ce, en tous les cas, que notre délibération doit chercher, ce qu'elle doit viser comme un but, ce qui l'habite comme un projet. Et peut-être n'y parviendrons-nous pas. Mais la politique n'est rien d'autre que cela. Elle consiste à se confronter à la contingence de l'histoire pour pouvoir faire notre responsabilité devant l'histoire. Y a-t-il un progrès dans l'histoire? Eh bien, d'une certaine manière, cette question nous est à tous renvoyée. Elle nous appartient à tous. Elle revient en chacun d'entre nous. Y aura-t-il un progrès dans l'histoire? Tout cela dépend de nous. Et peut-être seulement de nous, de notre vertigineuse, définitive, écrasante et magnifique liberté. Quant à savoir ce qu'est exactement le contour de cette liberté, cela, chers amis de la vérité, c'est encore une autre question. Merci infiniment, merci pour votre présence et pour votre attention ce soir. Alors maintenant que l'histoire est lancée, eh bien n'hésitez pas à la rejoindre. Je sais que vous êtes encore très nombreux ce soir à être venus pour découvrir les soirées de la philo. Seulement 2 soirées sont passées, que d'ailleurs avec un abonnement vous pouvez retrouver, réécouter en ligne ou sur l'application Filia à travers les podcasts qui sont proposés. N'hésitez donc pas à nous rejoindre, il reste quelques abonnements, mais je pense qu'il n'y en aura plus d'ici la prochaine soirée. Ne tardez donc pas à les réserver. Vous pouvez aussi nous rejoindre pour le 2e cycle, celui de la semaine prochaine, le cycle sur les philosophes. La semaine prochaine, nous irons à la rencontre de Marc Aurèle, l'occasion de vérifier que si l'histoire peut progresser, elle a malgré tout à nous présenter ce que l'homme a vu de meilleur. En tous les cas, merci encore d'avoir été là ce soir et on se retrouve dans 15 jours pour notre prochaine question. Merci, à très bientôt.